Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Déjà l'avant-dernier épisode avant les vacances estivales. Un blog teste 6 berlines électriques pour mesurer l'autonomie réelle. Ferrari développe son premier véhicule électrique et ça sera pas pour toutes les bourses. Rivian s'associe avec Volkswagen. Flo obtient 136 millions de financement. Par où commencer? On parle des nouvelles marques de voitures électriques. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Et en grande entrevue avec nos invités, on parle comment se recharger lorsqu'on est hors du Québec. Non, se fier vraiment aux bornes qui sont sur les routes principales. Je pense que ça peut être une bonne idée, une idée qui est plus fiable. Puis souvent, ces bornes-là, près des routes principales, sont souvent près, par exemple, de restaurants ou de toilettes. Donc, ça évite d'autres arrêts supplémentaires. Tout ça et bien plus encore dans ce nouvel épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. C'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien tout le monde, que vous avez passé un bon 2 semaines. Les vacances estivales s'en viennent. Il reste juste 2 épisodes, donc celui-ci et un autre. Et puis déjà, ça sera une petite pause d'1 mois là, pour les vacances. Donc déjà, ça commence à sentir les vacances. Plusieurs d'entre vous m'avaient écrit. Il semble y avoir une petite recrudescence là, de gens qui se magasinent des voitures électriques. C'est normal, c'est toujours une grosse période ce temps-ci de l'année. On est au début de l'été, il commence à faire beau. C'est le moment où on commence à magasiner, puis on veut acquérir un nouveau véhicule. Idéalement, on aimerait ça l'avoir pour les vacances, puis tout ça. Donc, tout à fait normal. Donc, et puis en plus, on a là, comme on a déjà dit plusieurs fois, l'espèce de pression là, qu'on ressent avec l'abaissement des subventions, de la subvention provinciale qui va diminuer. Donc, qui va baisser là, de quelques milliers de dollars à la fin de l'année. Donc, les gens veulent avoir le maximum. Puis, pour éviter là, de perdre un peu de cette subvention-là, les gens s'organisent pour avoir leur véhicule en 2024. C'est bien compréhensible. Là, on fait tous la même chose. Moi, le premier, je vais être dû pour changer mon véhicule. Donc, je vais être en mode magasinage très, très bientôt. Écoutez, on a aussi plusieurs beaux commentaires, que ce soit sur la page Facebook, dans notre courriel martin@silenceonroule.com, des messages qui peuvent être laissés aussi sur notre boîte vocale numérique. Silence on roule, vous visitez le silenceonroule.com et puis il y a un petit table là, en haut à droite où c'est écrit boîte vocale. Vous cliquez là-dessus puis vous pouvez enregistrer un message que vous nous laissez. Et puis, si vous nous posez une question, on peut même le faire jouer là, dans le podcast et répondre à votre question. J'en profite pour dire que plusieurs personnes ont réagi au dernier podcast où on parlait des bornes de recharge. Et puis, je répondais à une question d'un monsieur. Puis là, je disais là, qu'une borne de recharge Tesla, ça a le connecteur Tesla qui, pour le moment, il y a juste les Tesla qui ont ce connecteur-là. On sait que ça va être adopté par la majorité bientôt. Mais qu'en attendant, une borne avec J1772, là, donc les bornes niveau 2 traditionnelles étaient peut-être préférables. Plusieurs m'ont fait remarquer, avec raison d'ailleurs, que Tesla vend maintenant une borne là, qui a les 2 connecteurs, donc une espèce de borne hybride là, qui permet là, d'adapter, là, de mettre les 2 embouts. Donc, ce qui pourrait être un excellent choix là, dans le cas de quelqu'un qui s'achète une Tesla, mais qui veut aussi permettre soit à de la parenté ou des amis, des gens qui nous visitent de se brancher, s'ils n'ont pas une Tesla puis qui ont le connecteur J1772, il y a une borne qui répond aux 2 besoins. Donc, évidemment, merci à ceux qui me l'ont fait remarquer. J'avais complètement oublié là, cette option-là qui est disponible chez Tesla. Écoutez, un épisode bien rempli aujourd'hui. On a une chronique Tesla, justement, avec Laurent Gigon, avec les nouveautés. Manquez pas ça. Sébastien Côté, aujourd'hui, nous parle des marques de véhicules. Donc, les nouvelles marques, on n'entendait pas parler de ça avant. Polestar, c'est un VinFast. C'est des marques qui... C'est comme s'ils venaient d'apparaître. Hein? Puis, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est trop récent pour qu'on puisse faire confiance? Donc, Sébastien va nous démystifier tout ça. Et on a 4 invités en studio qui vont venir nous parler de la recharge lorsqu'on n'est pas au Québec. Quand on est en Ontario, dans les Maritimes, aux États-Unis, est-ce que c'est plus compliqué? Quels sont les trucs? C'est des gens qui, évidemment, qui ont voyagé beaucoup puis qui nous donnent là, les grandes lignes.
comment faire pour ne pas avoir de pépins. Donc, on va écouter ça, mais juste avant, on va écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Matt Watson de la chaîne YouTube CarWow, avec son équipe, a conduit 6 berlines électriques jusqu'à ce que les batteries se soient vidées pour voir exactement quelle était l'autonomie réelle et qu'est-ce qui se passait lorsque les voitures arrivent à zéro. On a utilisé donc une Polestar 2 moteur simple longue portée, une BMW i5 M Sport, une Porsche Taycan Performance Plus, un Seal de BYD, la Mercedes-Benz EQE 300 ainsi qu'une Tesla Model 3 Long Range. Évidemment, le test s'est fait au Royaume-Uni et l'autonomie des voitures n'est pas selon le cycle EPA qu'on est habitué de voir ici. C'est plutôt le cycle WLTP qui a été utilisé, mais quand même, les résultats sont intéressants. Alors, dans cette vidéo de 50 minutes, on peut voir le test où on a roulé les voitures jusqu'à temps qu'elles n'aient plus du tout d'énergie et s'immobilisent. La grande championne en termes de distance parcourue, c'est la Porsche Taycan qui a fait 677 km. Évidemment, c'est pas la voiture qui a été la plus efficace en termes de consommation, mais en termes de distance, très certainement. Très surprenamment, la Tesla Model 3, qui est loin d'être celle qui avait la plus grande batterie, a été celle qui a été la plus économique en termes d'autonomie. Donc, elle a été capable de faire 627 km, soit 90% de ce qui est annoncé par le manufacturier, ce qui est mieux en fait, que la Porsche Taycan. La Polestar 2 ainsi que la Seal de BYD ont toutes les deux là, fait près de 82 à 87% de l'efficacité prévue par le cycle WLTP, tandis que la BMW i5 s'est limitée à 82%. Ce test très peu scientifique, avouons-le, a quand même permis de démontrer qu'avec ces véhicules, on est capable de faire plus de 500 km d'autonomie avec des consommations qui sont, somme toute, pour la majorité des véhicules, fort acceptables. Ferrari développe son premier véhicule électrique et il devrait se vendre à un peu plus d'1 demi-million de dollars américains. Un peu prohibitif comme prix, mais le premier véhicule électrique de Ferrari est prévu pour la fin 2025. La production aura lieu dans la nouvelle usine e-Building et ça pourrait ne pas être un supercar traditionnel. Il y a à peine 10 ans, Ferrari s'opposait avec véhémence au lancement de voitures électriques, mais le conducteur automobile reconnu pour ses moteurs à essence, y travaille depuis plusieurs années et prévoit enfin révéler son premier modèle, pas pour toutes les bourses, d'ici fin 2025. La start-up californienne Rivian obtient beaucoup d'argent et Volkswagen obtient l'expertise dont elle a besoin pour résoudre certains problèmes technologiques qui datent de longue date. En effet, Volkswagen et Rivian s'associent pour créer des logiciels dans le cadre d'un accord de 5 milliards de dollars américains. Rivian et Volkswagen s'associent pour créer des logiciels pour leurs futurs véhicules électriques, ont annoncé la semaine dernière les deux constructeurs automobiles dans une annonce surprise qui comprend un investissement de Volkswagen pouvant atteindre 5 milliards américains pour le constructeur automobile américain. Les deux entreprises sont confrontées à des défis très différents pour développer leurs activités de véhicules électriques et l'accord semble être gagnant-gagnant. Selon les termes de l'accord, Volkswagen investira un premier milliard américain dans Rivian et prévoit investir éventuellement 4 milliards supplémentaires. Rivian affirme qu'elle aidera à financer ses opérations avec cet argent grâce à la venue de son prochain véhicule de masse, le VUS R2.
En échange, selon un communiqué de presse, Rivian partagera son expertise en matière de construction de logiciels et d'architecture électrique et devrait concéder sous licence les droits de propriété intellectuelle existants à l'entreprise. La compagnie Flow obtient un financement par action de série E de 136 millions de dollars. Le réseau de recharge se fait financer pour être capable d'avoir l'expansion et son empreinte réseau de nouveaux produits et de nouveaux segments de marché. L'opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques et le développeur d'équipements Flow a annoncé aujourd'hui le plus important financement par action de l'histoire de l'entreprise. Flow, établi au Québec et qui exerce ses activités au Michigan et possède un réseau de recharge en Amérique du Nord, a obtenu un capital à long terme de 136 millions de dollars. Flow affirme que ce montant lui permettra de continuer à investir et à prendre de l'expansion dans tous les domaines d'activité, déploiement et expansion de réseau, déploiement de sa nouvelle borne de recharge rapide Ultra DC et des dernières bornes de recharge résidentielles et du développement de solutions pour la recharge. Lorsque GM a prévu des ventes records de véhicules électriques malgré l'abandon de la Chevrolet Bolt, nous étions dubitatifs. Mais au deuxième quart, GM a enfin livré la marchandise. Plus précisément, elle a livré un nombre record de véhicules électriques. Les véhicules électriques de sa gamme ont augmenté de 40 % par rapport à l'année dernière et de 34 % par rapport au trimestre précédent. Et ça ne fait que commencer. Ce qui devait être le véhicule le plus vendu de l'entreprise, l'Equinox EV, vient d'être lancé il y a un mois et des versions plus abordables devraient arriver plus tard cette année avec une version qui pourrait coûter moins de 30 000 $ américains après crédit d'impôt. Si GM peut livrer un multisegment électrique avec une autonomie de 482 km à ce prix, cela devrait ajouter encore à l'élan poussé par la nouvelle gamme Ultium. GM affirme qu'elle aura 10 véhicules électriques en vente très bientôt. On parle de Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Silverado EV, Cadillac Lyriq, Cadillac Optiq, Cadillac Celestiq, Cadillac Escalade EQ, GMC Sierra EV, le VUS GMC Hummer EV et le camion GMC Hummer EV. Les consultations publiques qui débuteront cette semaine détermineront si le Canada imposera des droits de douane sur les importations de véhicules électriques de tourisme fabriqués en Chine. Le gouvernement canadien ouvre une consultation de 30 jours pour recueillir l'opinion publique sur l'imposition, dis-je, de droits de douane concernant les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine. On s'inquiète de plus en plus de l'inondation des marchés nord-américains et canadiens par les véhicules électriques chinois. Récemment, d'autres marchés ont pris des mesures pour les importations chinoises de véhicules électriques par le biais de droits de douane. Le mois dernier, les États-Unis ont décidé d'ajouter des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques de tourisme fabriqués en Chine. Ces nouveaux droits entreront en vigueur le 1er août 2024. En outre, la Commission européenne qui supervise la politique commerciale des 27 pays a imposé des droits compensatoires provisoires allant jusqu'à 38 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, le tout sera en vigueur ou est en vigueur depuis le 4 juillet. La Commission européenne déterminera les droits finaux à l'automne et le Canada envisage maintenant de faire de même. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien. On en a parlé il y a 2 semaines, mais là, ça sent vraiment les vacances. Oui. Là, ça sent vraiment les vacances. Je te dirais que j'ai même commencé à repasser mon maillot de bain pour éviter les faux plis. Hein? Important d'être bien mis. Écoute, Sébastien,
Les vacances s'en viennent, mais quand même, on va être sérieux. On va parler de véhicules électriques, évidemment, mais on va parler de nouvelles marques de véhicules électriques. Avec l'électrification des transports, on a vu arriver au fil des années, bon, bien sûr, Nissan, Mitsubishi, Kia, qui sont des marques qu'on connaît, qui ont commencé à faire des véhicules électriques. Mais tout dernièrement, on a vu apparaître des nouveaux noms qu'on ne connaissait pas, qui dans bien des cas sont des marques qui ne font que de l'électrique. Dans d'autres cas, c'est des compagnies qui n'avaient pas en Amérique du Nord avec des voitures thermiques, mais qui ont été importées avec l'arrivée de l'électrique. J'aimerais ça qu'on parle de ces noms-là, puis qu'on puisse se démêler un peu, et surtout comprendre, c'est-tu dangereux? On devrait-tu envisager ces marques-là ou ne pas l'envisager? Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ça. Oui, bien, en fait, on connaît nos grands joueurs, là, des Ford, des GM, Dodge, puis tout ça, dans les grands joueurs, Toyota et compagnie. Mais des fois, on va entendre les nouveaux noms, puis on n'est pas sûr. Il y en a qui vont débaptiser des compagnies. Il y en a qui vont dire, c'est quoi ce modèle-là? C'est qui fait ça? Ben non, c'est le manufacturier qui ne le connaissent pas. Donc, on va en nommer quelques-unes avec quelques critères ou quelques caractéristiques de ces marques-là. Puis, ça sera juste au moins pour vous renseigner que ces noms-là existent. Donc, vous allez... Au moins, quand vous allez l'entendre ou le voir, vous allez dire « Oh, j'ai déjà entendu ce nom-là. » Et même si ce n'est pas des manufacturiers de voitures thermiques connus en Amérique du Nord, dans certains cas, c'est des entreprises très sérieuses qui ont vendu des millions de voitures électriques ailleurs dans le monde, en Asie, en Europe, etc. Donc, c'est pas parce que nous, on le connaît pas que c'est pas sérieux puis que c'est pas des bonnes compagnies. Donc, souvent, on a peur un peu parce qu'on pense que c'est une compagnie qui a été inventée il y a 2 semaines, qui n'existait pas. Ils ont tout engagé leur staff il y a 2 semaines. Non. Dans bien des cas, c'est des compagnies très sérieuses qui sont là depuis de nombreuses années, mais qu'on ne connaissait tout simplement pas. Alors, vas-y, lance-toi, mon cher Sébastien, parle-nous de ça un peu. Oui, je vais parler de Polestar, pas Polestar, ou on pourrait dire d'autres blagues, mais Polestar, qui est là depuis 2021, là, c'est pas vraiment une nouveauté. À ne pas confondre, c'est pas réellement un Volvo. Ah, ça, plusieurs gens disent « Polestar, c'est une voiture faite par Volvo. » Et plus ou moins. Ben, il y a eu un lien de parenté avec Volvo au début, hein, il faut le dire. Oui, en fait, c'est fabriqué en Chine par le groupe Geely. Geely qui possède Volvo et par le fait même a pris le nom Polestar qui était dans le giron aussi de Volvo comme préparateur automobile, entre autres. Donc, il y a plusieurs partages quand même de certaines composantes. Est-ce que les compagnies vont finir par être plus distinctes? On verra avec le futur. Mais en tout cas, actuellement, au moment où on se parle, ils se la jouent vraiment séparés. Là. Polestar, c'est Polestar. Volvo, c'est Volvo. Puis je pense que ce qui n'aide pas à la confusion, c'est que le point de vente de Polestar, on dit Montréal, c'est Polestar Montréal, mais en réalité, ils sont à Laval. Ils sont dans le cours du Volvo, donc les gens disent c'est Volvo. Mais non, c'est un holding différent, c'est des gens différents qui gèrent les deux compagnies. On sent, par contre, l'expérience, le design, la qualité du travail de Volvo qui a été insufflée au tout début de Polestar, mais maintenant, Polestar vole de ses propres ailes. Ils font des produits de très grande qualité. Oui. Un qu'on commence à réentendre, Fisker, qui revient sur le marché après, 1 ou 2 faillites, je ne le sais plus, il y a plusieurs années. Puis là, récemment, en plus, une situation financière un peu chambranlante. Fait que peut-être qu'il faudrait laisser un peu de temps. Mais je dois vous dire, j'étais au Salon du véhicule électrique de Montréal et ce véhicule était très en demande pour les essais. Ah, le Fisker Ocean, c'est-tu la Ocean? Oui, le Fisker Ocean. Quelle belle voiture! Et voilà. Donc, moi aussi, ça gratte le coin de l'œil. Ça gratte le coin de l'œil un peu. C'est fatigant. Sauf que les gens étaient vraiment, vraiment intrigués. Puis je dirais de façon générale, tout ce que je vais vous nommer aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis dans les essais routiers. Là, puis tout ce qui est nouveauté attire tout le monde. Ah, ben c'est sûr. Donc, Fisker a été un attrait. Oui, tout à fait. Un autre, VinFast. VinFast, oui. Ça, c'est la marque que les gens me demandent plus souvent. C'est qui fait ça? Ben, c'est VinFast, compagnie vietnamienne. Très grande compagnie d'ailleurs. C'est nouveau ici en Amérique du Nord, mais si vous allez en Asie, VinFast, il y en a une puis un autre, là. Oui, j'avais vu un reportage, Daniel Breton, pour ne pas le nommer, qui avait dit que c'est juste de ça qu'on voit. Effectivement, c'est très gros. Et ils font des... En passant, si vous ne connaissez pas la VinFast, je vous incite là, peut-être à faire quelques petites recherches sur Internet. La VF8, la VF9 qui s'en vient.
magnifique voiture, surprenante. On associe à tort souvent le VinFast qui est vietnamien à une voiture cheap avec un préjugé face à la Chine. Et je vous rappelle qu'on disait tantôt, Polestar, magnifique voiture, très grande qualité. Et pourtant, c'est fait en Chine. Tesla, leur meilleur assemblage de voitures sont celles qui sont faites en Chine. Faut faire attention aux préjugés. Il y a des choses qui ont déjà été vraies, mais qui sont de moins en moins vraies. Et donc, tout ça pour revenir au fait que les gens partent avec l'idée préconçue que, ouais, Vietnam, des autos, ça doit pas être... Non. Allez voir cette voiture-là, vous allez être agréablement surpris pour un prix très compétitif en plus. Oui. Puis, pour ceux qui en ont, dans nos bénévoles, ils sont sérieux au niveau du service aussi puis de l'accompagnement des clients. Donc, c'est le feedback que j'ai eu. Tout à fait. Une autre qui se spécialise plus dans le camion ou dans la camionnette, c'est Rivian. Rivian, qui là, il commençait dans l'Ouest canadien, mais là, il vient d'arriver quelques jours, quelques semaines à peine au Québec. C'est une start-up là, qui misait seulement sur les camionnettes et VUS avec le R1S et R1T. Ils ont eu des annonces récentes pour le R2, le R3. Le R3 que je trouve très mignon en passant. Puis, ils ont un design assez distinctif, assez tape à l'œil, puis batterie et motorisation assez impressionnante. Oui, et c'est une compagnie qui a beaucoup de succès dans l'électrique aux États-Unis. Ça a été lancé là, il y a un petit peu plus longtemps là-bas, puis vraiment, c'est en tout cas, dans la camionnette, là, c'est un beau compétiteur au F-150 Lightning, par exemple, ou le Silverado avait des trucs comme ça. Oui, puis on parle, je pense, qu'il y a un 100 000 unités qui a été vendues aux États-Unis. Donc, ça commence à un peu un autre. Lucid Motors, qu'on pourrait penser à un compétiteur, peut-être Tesla Model S. Là, on est dans la voiture pas donnée. Là. Dans Lucid, là, on commence à être dans le haut de gamme. Là. Oui, dans le haut de gamme, mais ce qui moi, m'intriguait plus, c'est les technologies moteurs qui sont impressionnantes. Je pense même qu'ils fournissent un moteur de régénération sur les formules. Ils ont quelque chose de le fun. Ils ont des beaux... Et des grandes autonomies. Je pense que c'est le véhicule électrique avec la plus grande autonomie sur le marché. Moi, je l'ai essayé, la Lucid, un des gros modèles de Lucid en plein hiver. Il faisait à peu près moins 10 degrés. Puis on avait pas loin de 800 km d'autonomie dans le véhicule, même en hiver. C'est hallucinant. Mais le véhicule coûte presque le prix de mon hypothèque. Exact. Puis là, prochainement, on va peut-être voir BYD, BYD, on pourrait le dire comme on veut. Qu'on ne connaît pas beaucoup ici, mais qui est probablement l'un des plus grands manufacturiers de voitures au monde. Oui. Maintenant au monde. Et je dirais que c'est un nom qui commence à faire peur. Hein? Oui. Ils sont immenses. Ils produisent une quantité titanesque de voitures. Ils ont des dizaines et des dizaines de modèles, sont distribués dans tous les pays d'Asie. De plus en plus, ils attaquent le marché européen, le marché américain, et ils produisent des voitures à très bon prix, compte tenu du volume qu'ils ont. Donc, je pense que c'est un des modèles qui fait peur à plusieurs manufacturiers parce qu'ils vont être capables de concurrencer avec des prix difficiles à coter, comme on dit. Hein. Oui, puis ils regardent aussi, c'est leur gamme de véhicules. Ils ne font pas juste du gros véhicule, ce qu'on a une tendance à avoir en Amérique. Oui. Donc, il y a encore des gens qui rechercheraient ça parce que la façon de sauver des coûts, c'est à un moment donné peut-être des rapetisser ces véhicules-là. Oui, puis ils ont effectivement de toutes les grandeurs, mais ils ont plusieurs petits modèles très intéressants. Mais on est encore en attente. Il y a eu 1 ou 2 modèles qui ont été homologués au Canada, qui ont été très peu vendus. Un pour des taxis, entre autres, qui n'était peut-être pas un bon représentant de la marque, là, parce que c'est un modèle qui était fait pour le taxi, puis qui était quand même assez... mettons que les standards de taxi en Asie puis au Québec, c'est 2 choses. Mais ils font des produits de classe mondiale. Là. Puis quand ces produits-là vont arriver ici, je pense qu'on va devoir être... on va devoir faire attention, ils vont être intéressants. Oui, puis il faut peut-être pas, c'est ça, intéressant, puis il ne faut pas le voir nécessairement d'un mauvais œil parce que la compétition, c'est toujours bon. Oui, mais quand on parle de compétition de la Chine, ça nous fait peur, on a peur. En fait, il y a 2 choses avec la Chine. Un, comme j'ai dit tantôt, on a un préjugé que ça va être cheap parce que c'est chinois, ce qui n'est plus nécessairement vrai. Je vous le répète, vous allez faire le saut quand vous allez voir certains trucs. Là, c'est plus la Chine des années 70. Là. Ils ont des trucs vraiment sur la coche, comme on dit en bon québécois.
Mais l'autre chose aussi qui fait peur, c'est la domination de la Chine dans le marché d'électrique, donc la filière batterie. On essaie de s'affranchir de ça avec nos approvisionnements en matériaux de batterie locaux, en fabrication de batterie de façon locale. On essaie d'être vraiment indépendant pour être un peu plus indépendant de la Chine. Mais là, on voit des véhicules tout prêts qui vont arriver ici et qui vont venir concurrencer les véhicules nord-américains, par exemple, qu'on va créer avec nos propres batteries. Donc, est-ce qu'on va acheter une voiture plus chère, mais avec des batteries québécoises, ou on va acheter une voiture moins chère avec des batteries faites en Chine? Il va y avoir un petit peu de questions d'éthique qui vont entrer en ligne de compte dans tout ça. Hein? Oui, mais là, ça nous... peut-être, on va se creuser la tête dans le choix de notre prochain véhicule, peut-être dans 5-10 ans. Qui sait? Qui sait? En tout cas, ce qui est à retenir, Sébastien, en terminant, c'est que même si c'est des marques de véhicules qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, il faut faire très attention aux préjugés que c'est pas fiable, que ça sera pas bon, que c'est un risque. C'est pas nécessairement le cas. Je vous dirais, à contrario, il y a des marques de véhicules très connues qui sont ici depuis 60, 100 ans, qui sont, en termes de croissance et d'innovation, beaucoup plus risqués en ce qui me concerne à acquérir comme véhicule. Donc, on ne peut plus appliquer nos vieux préjugés puis transposer ça directement dans l'électrique. Tout à fait. Sébastien, si on a des questions à te poser, on fait quoi? On peut me rejoindre par courriel à sébastien.côté@silenceonroule.com. Hey, passe des bonnes vacances en famille et puis on se reparle. Pareillement, Martin, merci. Bye. Bonjour à tous. Déjà le temps des vacances et veuillez prendre note que après l'épisode 178 du 19 juillet prochain, je prendrai un mois de vacances en famille, des vacances bien méritées et je vous reviens plein d'énergie, de force et de sujets intéressants sur les voitures électriques le 16 août prochain. Profitez-en vous aussi pour vous reposer. On se revoit bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro-Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. À l'approche des vacances, il y a une question qu'on voit partout sur presque tous les groupes Facebook. Les gens se préparent pour les vacances et là, réalisent que on va se charger ailleurs qu'au Québec, que ce soit dans les Maritimes, l'Ontario, les États-Unis. Et là vient un paquet de questions. On est inquiète, on n'est pas sûr que ça marche comme ici, on ne sait pas trop par quel bout prendre ça puis comment se préparer. Et pour en parler, j'ai avec moi 4 invités. Le premier, je ne sais pas si je dois dire Francis Mercier ou Marie-Josée, le petit couple électrique. Je ne sais pas comment je dois vous présenter. Comment je vous présente? Ben nous, on se présente toujours comme étant le petit couple électrique, mais c'est Francis et Marie-Josée, effectivement. Ben bonjour à vous deux. Merci d'être là. Ben, merci. On a également Michel Kennel. Bonjour, Michel. Bonjour. Et Ghislain Lejeune. Bonjour. Bonjour, qui n'est pas sa première participation. Non, quelques fois ici. Quelques fois, ouais, c'est ça. T'es à veille d'avoir une carte chouchou. J'ai hâte de l'avoir. T'es hâte de l'avoir, hein, ça s'en vient. Écoutez, j'ai quasiment envie de vous demander, avant de lancer tout ça, que vous me disiez si vous avez déjà eu vous avez tous un véhicule électrique, forcément, mais est-ce votre premier? En avez-vous eu d'autres avant? Avec quoi vous roulez actuellement? Je vais commencer par vous autres, le petit couple. Moi, c'est mon premier. J'ai une Bolt EUV 2023. D'accord. Puis toi? Moi, de mon côté, c'est mon deuxième. Le premier, j'ai eu un Tesla Model 3 SR+, dans le fond. Et maintenant, je suis rendu avec un magnifique Ford F-150 Lightning, petite batterie. Oh, un beau gros véhicule. Ouais, content. Et oui, et vous, M. Kennel? Moi, c'est mon premier. J'ai un Audi Q4 2022, à peine 2 ans. Même pas 2 ans. Excellent. Kilométrage. Moi, j'ai commencé en 2015 avec une Leaf première génération. Ensuite, j'ai eu la e-Golf que mon gars roule encore. Maintenant, j'ai une Polestar 2. Mais je roule aussi une Harley-Davidson Livewire. OK, donc on a
Comme vous voyez, là, on a un peu de tout, puis c'est intéressant parce que tous les cas de figure ou à peu près vont être représentés. Ma première question, c'est très simple, puis là, je vous lance ça, n'importe qui veut répondre à ça. La réalité, là, c'est que quand on sort du Québec, c'est-tu plus compliqué, aussi simple qu'ici, très compliqué, moyennement compliqué? Ça ressemble à quoi, là, quand on sort du Québec? À quoi il faut s'attendre? Je dirais que c'est différent, mais ça a quand même beaucoup de points semblables. En lien avec les applications de recharge. On s'entend, une application, c'est une application, donc le principe reste un peu le même, mais c'est différent au niveau du nombre de compagnies. Par exemple, aux États-Unis, n'importe qui pourrait se partir une compagnie de bornes de recharge, tandis qu'au Québec, c'est peut-être mieux géré avec circuit électrique. OK. Vous autres, avez-vous un peu la même perception? Moi, j'ai pas trouvé ça vraiment différent. Une borne haute performance, une borne haute performance, puis il y en a un petit peu partout, puis tu te rends, puis c'est... Moi, j'ai pas trouvé ça vraiment compliqué. Je suis bien honnête avec vous, là. Ouais. Moi, j'ai pas eu... Là, on sent tout de suite que Michel va être le gars pour qui ça va bien. Tout est positif. Il y a pas eu de... Non, mais c'est correct, puis les gens restent encore avec la perception d'il y a 5, 6, 7, 8 ans en arrière où c'était un petit peu plus difficile. Les choses ont bien évolué, et c'est effectivement beaucoup plus facile que ça l'était, puis les gens qui ont leur véhicule électrique maintenant trouvent ça pas mal plus facile qu'on l'a connu dans le temps. Toi, Ghislain, t'as connu un peu de tout, là? Oui, ben je dirais qu'avec ma Polestar, quand je roule surtout sur autoroute, donc les grands axes routiers, c'est bien desservi, puis ça va bien. Les bornes, le réseau va assez bien. Par contre, avec ma moto, je vais beaucoup dans les petites routes de campagne, beaucoup au Vermont, New Hampshire. Puis les réseaux sont il y a quand même beaucoup de bornes. Le problème, je trouve, en région, aux États-Unis, c'est que les bornes, c'est des vieux réseaux. Donc, il faut vraiment faire attention, s'assurer qu'on voit que la borne fonctionne. Ça m'est arrivé une fois que j'ai été obligé de passer 3-4 heures dans un pub pas loin parce que j'étais sur un niveau 2. Là. Ouais. Et ma Harley apprend niveau 1 seulement. En tout cas, c'est un détail technique. Là, mais... Donc, en région, quand on n'est pas sur les axes routiers, il faut faire attention. C'est des bornes en général plus âgées. Donc, il y a plus de bornes défectueuses. Oui, c'est souvent les premiers réseaux qui ont été établis. Il y a plusieurs années, il y avait eu des subventions aux États-Unis pour l'installation de bornes, mais l'argent pour les entretenir n'était pas là. Hein? Fait qu'il s'est installé des bornes qui n'ont pas été entretenues. Contrairement au Québec, que même en région, tu as tout le temps des bornes fonctionnelles. Ça m'est arrivé très, très rarement. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu une borne qui ne fonctionnait pas au Québec. Ben, je pourrais rajouter qu'on a un petit peu la même chose ici avec Petro-Canada qui fonctionne plus ou moins. Donc, moi, vraiment, que tu sors de circuit électrique ou Electrify Canada, tu vois avec ChargePoint, c'est toutes des marques qui sont quand même bien reconnues, que tu n'as pas vraiment de troubles. Je pense que c'est environ la même affaire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fié à des compagnies qui étaient là depuis un bon petit bout de temps puis qui avaient un bon réseau. Puis j'ai suivi ça. La notoriété du réseau. Pour moi, c'était extrêmement important. On va en parler de ça, la notoriété du réseau, parce que c'est important que les gens qui nous écoutent sachent un peu là, vers quel réseau on doit viser puis lesquels on doit éviter si on veut pas avoir trop de problèmes. Je voulais compléter parce que je te rejoins vraiment là-dessus. C'est que si on est sur un réseau, là, je vais parler aux États-Unis, mais si on parle d'Electrify America, je suis d'accord avec vous autres, ça fonctionne numéro 1. Mais nous, la première fois, on a fait une tentative à Burlington et d'essayer toutes les autres sortes de bornes. Les Blink de ce monde, les Cima Connect. Et là, on a vécu des enjeux très différents. Pas de dire qu'on n'est pas capable de se recharger, mais entre autres, notre carte de crédit canadienne n'était pas acceptée. Alors, ça nous a créé certains petits enjeux. Mais Electrify America, aucun problème. Sauf que je pourrais dire sur ça que même tes cartes canadiennes sur des stations à essence ne sont pas acceptées si tu n'as pas le zip code. C'est vrai. Donc, il faut le savoir. C'est la même chose que tu pars avec ton véhicule à gaz, puis tu arrives sur une carte de crédit, tu mets, il te demande ton zip code, tu l'as pas. Il faut que tu aies le truc. Donc, c'est exactement la même affaire. Puis le truc, c'est les 3 chiffres de notre code postal avec 2 zéros à la fin. Hein. Et faire attention, Desjardins, c'est pas toutes les cartes de crédit qui fonctionnent. Moi, j'avais 4 Desjardins à un moment donné parce que j'avais de compagnie. Puis il y en avait juste une de ces cartes qui fonctionnait avec ce truc-là. Les banques, en général, fonctionnent. Mais Desjardins, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais c'est pas une problématique propre à la recharge. Tu aurais pu être dans un commerce. C'est la même chose. Ça fait des années que je voyage aux États-Unis. Puis avec ta carte de crédit, il faut que tu aies le truc pour ton zip code, puis ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on doit préparer avant de partir là, pour un voyage? Mettons qu'une famille qui s'en va 2 semaines, n'importe quoi, là, au New Jersey, peu importe où, là. C'est quoi les préparations, là, la minimum qu'il faut faire avant pour s'éviter des problèmes? Puis ça ne veut pas dire que si on ne se prépare pas, on va avoir des problèmes, mais si on veut s'assurer de ne pas avoir de problème, il n'y a pas une petite préparation minimale à faire avant de partir? Connaître son véhicule, c'est le plus important. Il faut que tu t'habitues, tu sais quelle autonomie qu'il a, sa moyenne au kilomètre-heure.
combien qu'il peut faire entre deux charges avec tant de vitesse, le poids que tu vas avoir. C'est juste une question de préparation et de se promener avant au Québec, l'ajuster, faire des ajustements, tu regardes, puis après ça, tu pars à l'aventure. C'est aussi simple. Toi, Ghislain, moi, je dirais j'ai 2 expériences parce que je roule une Harley-Davidson qui a 160 km ou 120 sur l'autoroute d'autonomie. Donc, il faut que je planifie beaucoup plus. Ma Polestar a le système Google intégré, donc c'est beaucoup plus facile. Mais je dirais qu'avant de partir, c'est d'utiliser des applications comme Better Route Planner ou PlugShare ou Circuit électrique. Mais Circuit électrique aux États-Unis, il y a moins les bornes. Mais PlugShare puis Better Route Planner, c'est de voir où on s'en va, de connaître un peu les réseaux qui sont là, s'assurer que qu'on a une application si on a besoin. Puis aussi, les premières fois qu'on y va, c'est pas d'essayer de ne pas faire de pattes de record, de connaître notre char, mais de s'habituer. Donc, on recharge un peu plus souvent. On joue pas à essayer de battre des records, c'est pas le moment. Vous allez devenir super bon, puis vous allez arriver à 5%, puis vous allez repartir rapidement. Mais au début, c'est de s'habituer. Si je peux renchérir, puis avec ça, avec Better Route Planning, tu peux déjà planifier ta route. Oui. Tu peux la télécharger sur une feuille Excel. Tu peux exactement savoir où est-ce que tu t'en vas, à l'heure que tu vas arriver. Ici, j'ai un petit exemple, mais c'est un podcast, là, mais ça donne exactement... Mais on va quand même mettre le lien vers Better Route Planner dans les références podcast. Tu peux regarder, OK, bien là, moi, je vais rouler avec du 23 kW au 100 kW. Au 100, et là, tu vas exactement voir, OK, mais tu vas te rendre avec telle borne, puis moi, je voulais arriver avec du 12-15 %. Donc, tout était planifié comme à l'avance. Ça, c'est mon expérience numéro 1 pour mes premières journées que j'ai faites. Quand on regarde une carte, mettons des États-Unis ou de l'Ontario, là, puis on regarde les axes principales, là, les routes principales, on se rend compte que certaines routes qui sont bien desservies, d'autres un peu moins, puis il y a certains réseaux qui sont plus selon certaines routes, un peu moins sur d'autres. Bon, ça, c'est une constatation, le visuel qu'on peut faire très facilement en regardant une application qui nous montre les cartes. Est-ce qu'il y a des réseaux à privilégier, voire même peut-être faire le choix d'une route en particulier parce qu'elle est mieux desservie par des bornes? Parce que des fois, on peut être habitué de prendre, je dis n'importe quoi, la 401, mais c'est pas la meilleure route pour les bornes de recharge, on va prendre une autre route. Est-ce qu'on devrait regarder comment sont les bornes sur la route pour faire notre choix de route entre 2 points? Oui et non. Je pense que tout ça va avec le trajet qu'on veut faire. Tout dépendant le temps qu'on a. Donc, si on veut s'éloigner peut-être un peu des routes principales puis qu'on a le temps de le faire, bien, on peut vérifier avec les bornes autres. Puis sinon, bien, se fier vraiment aux bornes qui sont sur les routes principales. Je pense que ça peut être une bonne idée, une idée qui est plus fiable. Puis souvent, ces bornes-là, près des routes principales, sont souvent près, par exemple, de restaurants ou de toilettes. Donc, ça évite d'autres arrêts supplémentaires. OK. Et quand on part comme ça, mettons, on va les prendre un à un. En Ontario, par exemple, y a-t-il des réseaux à privilégier puis des réseaux auxquels on doit faire attention, qu'on le sait? Là, tantôt, on en a pitié. Il faut faire attention. Notre optique, là, c'est pas de faire du bashing, mais on sait que, mettons, la qualité d'entretien des réseaux n'est pas égale d'une compagnie à l'autre. Allons-y vers... Quand vous allez en Ontario, c'est par quel réseau vous utilisez? Partant, dans les on-route, les IV fonctionnent, pas toutes. Puis, il n'y a pas beaucoup de puissance. Ils ont beaucoup de difficultés avec la puissance. Je ne sais pas si c'est IV... Puis encore Ivy, je suis allé à Sudbury, puis les Ivy ne fonctionnaient pas. Heureusement, les Magic Dog de Tesla étaient là, donc ça a super bien été. Fait que de plus en plus, avec Tesla qui s'ouvre, on va voir éventuellement les autres accès aux autres. Ça va donner beaucoup d'opportunités. Oui. Comme moi, comme un matin, je suis parti freeride. Je suis parti, OK, je m'en vais visiter mes clients, puis en Ontario. Je suis parti, puis j'ai fait toutes les Electrify jusqu'au Mississauga. Puis ça a super bien été. Ils sont tous à peu près aux 200 km. Donc, ça... Toi, c'est avec Electrify Canada en ce moment-là. Mais puisque j'avais des bornes gratuites à cause de Audi puis de Volkswagen pendant 2 ans, donc c'est sûr que ça aide. Ça m'a coûté 0. Mais Flow fonctionne très bien. Circuit électrique, Flow, très, jamais eu de problème. Electrify Canada aussi en général. Electrify, il y a toujours une borne dans la station qui ne fonctionne pas. Mais souvent, c'est le lecteur de carte de crédit. Ouais, mais nous, tu vois, on est très d'accord. Les premières fois qu'on est allé en Tesla, parce qu'on parle pas beaucoup de Tesla actuellement, mais tu sais, Tesla, tu parlais du Magic Dock. Tesla est très, très bien entretenu et on a vécu la même chose avec Ivy. On sait pas pourquoi. On était sur une borne tout seul. C'était écrit 150 kWh, puis finalement 150 kW, puis ça fonctionnait pas. Là, on allait à peine chercher 60, 55. J'étais à une batterie très, très basse. Là. On le sait que ça a un impact, la chaleur. T'avais des conditions. J'avais des conditions idéales pour aller au maximum et pas du tout. Puis après ça, on a continué justement sur Flow. Puis écoute, on n'avait pas d'enjeu. Sauf que j'ai une expérience aujourd'hui. J'étais au Québec. J'étais à Sherbrooke. Sur une borne, j'avais un maximum de 35. Je l'ai arrêté.
J'ai pris 30 secondes, je l'ai rechargé, je suis monté à 100. Donc, pour la même borne. Donc, des fois, il faut juste respirer par le nez, reculer, on recommence, puis on le fait. On a parlé beaucoup, puis je veux qu'on parle de ce point-là. Vous avez parlé d'Electrify Canada, qui est quand même un réseau bien établi, et il y a son pendant américain, Electrify America. Il faut faire attention, si on est membre de Electrify Canada, on n'est pas nécessairement membre. En fait, on n'est pas membre d'Electrify America. C'est deux compagnies sœurs, mais indépendantes. Là. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir un compte chez l'une. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des comptes Electrify America? Oui, vous en avez? Nous, on a même profité, Marie-Josée, je ne sais pas si tu veux, mais on a profité du profil complet, dans le fond, c'est qu'on a pris un mensuel de 7 mois. Quand on a fait notre parcours au complet, c'est 7 $ par mois. Tu économises 25 % de tes recharges. Mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est sur les bornes éligibles de Electrify America. Et non pas toutes les bornes d'Electrify America. Exactement. Parce que nous, on est allé, entre autres, la première à Plattsburgh, si je me rappelle bien, elle n'était pas éligible. On a pu se recharger avec notre compte Electrify America, mais on ne bénéficiait pas du 25 %. Mais c'est pas grave parce que nous, on a fait 5500 km justement dernièrement aux États-Unis et on n'a eu aucun problème. Et nous, pour vrai, on le recommande parce que l'économie qu'on a fait sur 5500 km, j'ai pas fait le calcul, j'ai pas le calcul devant moi, là, mais c'est plusieurs. Aussitôt qu'on fait un voyage de plus que 500-600 km là, aux États-Unis, on sait qu'on va prendre Electrify America, il faut prendre l'abonnement mensuel, puis on n'a pas besoin de prendre le 7 mois, là, on le prend au mois, puis on paye un mois, puis en revenant, on le cancelle. Je me suis peut-être mal exprimé, c'est 7 $ pour un mois. C'est exactement. C'est exactement ça. On parle pas beaucoup de Tesla, mais il y a beaucoup de gens qui ont des Tesla, puis effectivement, là, les autres, ils ont l'expérience totale avec le plug and charge. Nous autres, il faut jouer avec les applications. Mais éventuellement, on s'en vient là, avec l'ouverture du réseau Tesla aux autres. Il y a les Magic Dock. Nous, on a essayé à Malta. Sérieusement, on a adoré. La seule chose, c'est que moi, avec mon camion, le F-150 Lightning, on passait une demi-feuille devant mon camion, étant donné parce que le stationnement était complet. Fait que je pouvais pas me stationner de côté. Je me suis avancé. Marie-Josée me faisait signe d'avancer. Là, c'était quasiment hilarant. Mais on s'est avancé puis on a réussi à le faire. Fait que c'est pas une zone qu'il faut négliger, je pense, celui de Tesla, parce que ils sont solides, là, les bornes, l'entretien. Je pense que c'est très, très bon aussi aux États-Unis. Là. Donc, on vient de le dire, là, c'est les réseaux par abonnement qui offrent des rabais. Si on part pour le moindrement, qu'on va faire le moindrement de distance, ça peut devenir très rapidement intéressant. Donc, de ne pas hésiter à faire le saut. Mais, à contrario, éviter... On sait qu'exemple, ChargePoint, on peut les partir avec notre carte circuit électrique ou ChargePoint peut partir d'autres bornes américaines. Mais faire attention, souvent, il y a des frais de connexion. Des frais d'itinérance, oui. Donc, moi, je les évite. Là, j'aime mieux avoir plus d'applications, plus de cartes. Puis si on est capable d'avoir la carte physique, moi, j'ai la carte ChargePoint, j'ai la carte Flow, parce que j'ai eu des Bolt. Fait que on a eu le 750 $. Donc, avoir la carte, c'est super parce que si on a un problème avec notre téléphone, si on est dans une région où il n'y a pas de couverture cellulaire, on part la borne. Puis même juste partir la borne, c'est tellement plus facile que d'ouvrir l'application puis de la trouver. Puis on la part avec la carte, puis c'est fini. On a parlé beaucoup on a parlé des États-Unis, on a parlé un peu de l'Ontario. Les maritimes, avez-vous de l'expérience des maritimes? Quelqu'un qui s'en va plutôt vers l'est? J'ai jamais été dans les maritimes. Jamais allé? Le plus loin qu'on s'est rendu, c'est à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Donc, la majeure partie s'est faite au Québec pour les recharges avec circuit électrique. Puis, on a rechargé peut-être 2 fois, mais à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, là, c'est le plus loin qu'on est allé. Ben, je peux peut-être d'abord parler de moi de mon expérience. Moi, j'ai fait beaucoup les maritimes. Puis même, il y a 2 ans, on est allé jusqu'aux îles de la Madeleine en passant par les maritimes également. En fait, là-bas, souvent, c'est des bornes, soit des bornes Flow ou des bornes de NB Power, par exemple, qui sont interopérables, donc qui fonctionnent directement là, avec la carte sans frais d'itinérance. Donc, ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il y a très peu de sites, et sur les sites, il y a souvent qu'une seule borne, des fois 2, mais la plupart du temps, c'est une. Fait que là, nous, on était une délégation de 10 voitures qui suivaient puis qui s'en allaient. Fait qu'il avait fallu se faire des routes différentes pour pas arriver toutes en même temps, sans la même borne, puis s'auto-cannibaliser. Hein. Donc, mais ça fonctionnait bien, mais c'est le nombre de bornes qui était vraiment... Là, puis là, nous, on était hors saison, fait que c'était pas trop problématique, mais j'imagine que pendant les vacances de construction, ça doit être rough un peu. Ouais. En parlant de ça, moi, j'ai une expérience. Nous, on est parti un vendredi soir, donc on est arrivé aux US un samedi et un dimanche, donc on a traversé de Québec, aller jusqu'en Floride, et c'était un samedi puis un dimanche. Pour te dire que les bornes sont extrêmement occupées le week-end versus la semaine. Parce que les gens, ils ont des forfaits gratuits, illimités, et les gens se chargent jusqu'à 90-100% pendant le week-end pour leur semaine. Donc, moi, je suggère aux gens, nous, quand on est revenu pendant la semaine, on a eu une expérience
Parfait. Toutes les bornes étaient libres, il n'y avait pas personne. On a fait exactement le même chemin inverse, plus ou moins, puis on n'a pas eu la même expérience. Donc, moi, je dirais aux gens, s'ils veulent voyager aux US, essayez de ne pas trop y aller pendant le week-end, parce que je pense que vous l'avez dit dans un de vos blogs, il y a plusieurs de ces bornes-là sont dans des centres d'achat avec les Walmart. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic pour se rendre. Quand tu sors de l'autoroute, c'est pas facile. Il faut que tu te rendes le samedi puis le dimanche. Donc, à préférer, essayez d'y aller le week-end. Effectivement, la gratuité n'est pas une bonne idée pour les réseaux de recharge parce que ça amène beaucoup d'abus. La gratuité, quand ils donnent 2 ans de gratuité sur Electrify America, ça amène beaucoup d'abus. Nous, on est allé, il y a 2 semaines, on était 4 motos électriques un dimanche ou samedi, en fin de semaine. On est allé, parti de la Rive-Sud, on est allé à Sutton, Stowe, on est revenu par les South Hero, là, dans le milieu du lac Champlain, les îles. Ça a bien été. On n'a pas eu beaucoup de trafic aux bornes, là, ça a bien été. On n'a pas eu trop de problèmes, c'était agréable. Fait que si je comprends bien, c'est pas une question de technique, de technologie, c'est vraiment une question d'achalandage versus le nombre de bornes qu'il y a. Donc, il y a certains endroits, moi j'ai parlé des maritimes, mais c'est vrai aussi dans certaines régions des États-Unis où il y a moins de bornes, en fait, là. Surtout quand on n'est pas avec un véhicule Tesla, puis c'est pas on n'a pas de compatibilité encore avec les réseaux Tesla. On doit se rabattre sur des réseaux tiers, et ces réseaux-là, souvent, sont assez dispersés. Il n'y a pas beaucoup de bornes dans chaque endroit. Fait que s'il y a 3 bornes, puis les 3 sont en utilisation, ben ça se peut qu'on attende un peu. On va se charger, mais on va attendre un peu pour faire le plein. Si je peux apporter un point, Martin, je sais qu'on n'est pas encore beaucoup qui ont des Ford F-150, mais nous, ce qu'on a remarqué sur les bornes de recharge, c'est que si les gens apportent leur bateau, apportent leur roulotte, ils veulent s'en aller aux États-Unis, dans les maritimes, mais nous, on a remarqué qu'il y avait très peu de bornes qui étaient faites et conçues pour pouvoir se stationner, dans le fond, là, ce qu'on appelle des pull-through, exact, désolé pour le terme, mais il aurait fallu dépiner à chaque fois notre roulotte ou notre bateau. Alors, pensez-y, parce que ça, on reçoit énormément de questions sur notre Facebook en disant, écoutez, vous l'avez fait, est-ce qu'on serait capable de le faire avec notre roulotte ou quoi que ce soit? La réponse est oui, mais planifier qu'il faut dépiner probablement au Walmart. Là. Fait que ça, c'est à penser dans le futur, je pense, pour les créateurs de bornes. Là. Tout à fait. Je pensais que tu avais quelque chose à ajouter. Bon, ben, le temps tire à sa fin, mais je veux savoir... si on veut que ça se passe bien, là, donc si on prépare des voyages, on est sur le bord de démarrer, de partir dans quelques semaines, c'est quoi vos conseils? Donc, est-ce que c'est facile, pas facile de faire aller ailleurs qu'au Québec avec un véhicule électrique? Et si oui, c'est pas trop compliqué, c'est quoi vos conseils pour que ça se passe bien? On va faire un tour de table. On va commencer par toi. Moi, je vous dirais que c'est facile y aller. Il faut simplement être bien préparé. Comme on a dit tout à l'heure, bien connaître son véhicule, faire le bon choix de véhicule. Comme nous, quand on est allé aux États-Unis, on avait peu de temps pour beaucoup de trajets. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas pris ma Bolt au niveau du temps de recharge qui était plus longue. Connaître le réseau de recharge avec qui on veut principalement faire affaire. Puis, les applications, en installer plus que moins, je pense que c'est la clé du succès. Je vais répéter, je pense qu'une minimum planification est super important. Il y a des applications qui sont faciles, sans pas la nommer, la ABRP là, ou la A Better Route Planner. Tu peux rentrer exactement les bornes que tu veux travailler avec. Exemple, tu peux travailler avec... Tu mets tes favoris, ceux que tu ne veux pas travailler avec. Tu mets ton autonomie que tu as, combien que ta batterie allait user ou pas. Il va tout te calculer tout ça. Et là, tu mets ça, tu peux télécharger ça sur une feuille Excel. Tu peux mettre ça dans tes favoris, dans ton auto, puis tu pars, puis tu n'as aucun stress. Ça va super bien. Moi, je ne répéterai pas la même chose que mes collègues. Donc, je dirais plutôt, si c'est votre première expérience, de prendre votre temps, de respirer par le nez, puis de ne pas essayer de battre des records de vitesse ou d'utilisation de batterie. Là, de distance sans charger. Commencez avec des distances, arrêtez à 30%, augmentez jusqu'à 85%, même si vous pourriez avoir besoin de moins. Puis au fur et à mesure que vous allez vous familiariser avec votre voiture, avec les applications, là, ça va devenir facile, vous allez étirer la batterie, vous allez faire beaucoup plus vite. Mais prenez un voyage là, que vous n'êtes pas pressé, qu'il n'y a pas personne qui vous attend. Savourez la route, c'est agréable. Prenez une marche pendant que ça charge, puis tout le monde est heureux.
Le mot de la fin, Francis? Ben écoute, je suis un peu d'accord avec toi. La seule chose pour les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins ça, tu as parlé jusqu'à 85%. Ouais. Aux États-Unis, nous, on a remarqué, je sais que aussi au Québec, mais quand on arrivait à 80%, la borne réduit considérablement il y en a son qui taux de arrêtent. charge. Oui, il y en a qui arrêtent, effectivement. Fait que oui, je le pense. Mais je pense aussi, dernier point, on n'en a pas parlé, mais quand on voyage, souvent, on s'en va soit dans des campings, on va dans des hôtels. Vérifiez peut-être si certains sites offrent la borne de recharge qui est offerte à l'hôtel. Nous, on le fait à quelques reprises et c'est très agréable. Vous faites une activité, profitez-en pour faire votre activité en étant chargé sur une borne de niveau 2. Pourquoi pas? Ça vous coûte moins cher puis ça recharge pendant que vous vous amusez. Oui, même pendant la nuit, tu te parles le lendemain matin, ton véhicule il est plein. Moi, je voudrais dire oui, mais ne pas s'y fier parce que tu vois, si tu arrives le soir, les bornes sont prises. Donc, il faut vraiment que ça soit comme ton plan B ou C en cas. Tu te fies pas sur ça. Tu te fies pas sur les bornes gratuites. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec ça. Donc, c'est un plan que si c'est là, tant mieux. Exactement. C'est à Chicago. À Chicago, dans les centres d'achat, il y a des panneaux de publicité animés. Puis les bornes sont gratuites, les niveau 2. Ouais, mais tu regardes la pub pendant... c'est t'oublies de regarder la pub. C'est agréable. Moi, même quand je vais en avion, je loue une voiture électrique. Puis il y en a où ce que notre bureau est, c'est un centre d'achat un peu à la 10-30 au 2e étage. Puis avant de partir, je recharge tout le temps le matin l'auto-là. Donc, j'ai pas besoin d'arrêter avant d'aller la retourner. Ah ouais, certain. Mais un point qui est super important, ça coûte un petit peu plus cher chargé aux US, puisque c'est 53 à 42 cents à 53 les kilowatts en dollars US. Donc, il ne faut pas oublier ça. On n'a pas parlé de ça. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des coûts. Ben, je pense que ça vaut la peine de prendre quelques secondes. Puis Ghislain, je sais que toi, t'as beaucoup de... Non, mais je suis intéressé à t'entendre. Tout le monde pense que c'est moins cher. Le prix varie beaucoup d'un État à l'autre, d'un réseau à l'autre. Donc, c'est pas du tout les mêmes prix. Donc, ça va fluctuer, soit positivement. Ça même affaire ici. Mais ça dépend beaucoup, parce que si on parle d'un véhicule avec une petite batterie qui ne charge pas rapidement, comme une Bolt, ou pas la batterie pas grosse, mais qui ne charge pas rapidement, ou ma moto, c'est le meilleur exemple, en bas de 20 kW de puissance, aux États-Unis, moi, ça me coûte le même prix que parce que c'est au kilowattheure, puis il n'y a pas de limite de vitesse inférieure. Alors qu'au Québec, ça me coûte 1 pièce de kilowattheure parce qu'aussitôt que je charge tout le temps, autant. Ouais, parce donc, que toi, t'es dans ma... c'est pas... Ça devient plus... Toi, dans ton cas, c'est plus économique aux États-Unis. Moi, ça ne coûte rien rouler. Puis nous, à titre de même se faire lancer des roches, on a fait le comparatif d'un F-150 au gaz avec notre F-150 Lightning. On a fait ça aux États-Unis et je vous le dis, on a été très honnête. Il y avait une différence, je pense, de 50 ou 60 $ plus économique pour le F-150 Lightning parce que si vous suivez un peu le marché de l'essence aux États-Unis, il est très bas actuellement. Il y avait des États là que ça nous revenait quasiment égal, mais en bout de ligne, le reste du temps, on le sait, on charge à la maison et c'est là c'est là qu'il y a l'économie, tout à fait. Moi, j'ai pas à convaincre personne. À la maison, c'était tellement le fun d'avoir 2 voitures qui rechargent le soir. C'est magnifique. Fait que vous l'aurez entendu, c'est faisable, c'est réaliste, faut pas paniquer, ça fonctionne relativement bien, faut se renseigner, faut s'assurer qu'on est dans des endroits où il y a des réseaux connus. Si on est là pour longtemps, ça vaut la peine de s'abonner à ces réseaux-là pour avoir des rabais sur le prix au kilowattheure qu'on va consommer à l'autre bout. Puis avec un minimum de préparation, je pense que vous êtes capable de vous promener en Ontario, dans les Maritimes, aux États-Unis, pour avoir du plaisir. Donc, Francis et Marie-Josée, un petit couple électrique, Ghislain et puis Michel, merci beaucoup pour votre présence à Silence on roule. Merci de l'invitation. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC.
Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Tesla est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Tesla a dépassé les 6 millions de véhicules livrés dans le monde depuis 2012 grâce à des performances impressionnantes au deuxième trimestre de 2024. La majorité de ces livraisons provient des modèles 3 et des modèles Y qui sont prêts pour le déploiement de la conduite autonome, soit FSD. Elon Musk a souligné que l'objectif de Tesla est d'accélérer la transition mondiale vers la durabilité en produisant des véhicules électriques attractifs. Le modèle Y est devenu le véhicule le plus vendu au monde en 2023. Avec la plateforme de nouvelle génération et le processus de fabrication amélioré, Tesla prévoit d'augmenter significativement sa production, ce qui pourrait la rendre encore plus compétitive sur le marché mondial et potentiellement devenir l'entreprise avec la plus grande capitalisation boursière au monde. Tesla a récemment lancé sa mise à jour 2024.26 pour ses employés, baptisée mise à jour d'été en raison de ses nombreuses fonctionnalités. Voici un résumé des principales améliorations apportées par cette mise à jour. Alors d'abord, les contrôles parentaux, un mode couvre-feu nocturne. Les parents peuvent recevoir des notifications sur l'application Tesla lorsque le véhicule est conduit après une heure de couvre-feu définie. Également une limite de vitesse et d'accélération qui permet de définir une vitesse maximale et de limiter l'accélération à un mode chill, entre guillemets. Les fonctionnalités de sécurité, l'activation d'avertissements de limite de vitesse, de freinage d'urgence automatique et d'alerte de collision frontale. Alors parmi les contrôles parentaux qui peuvent être activés depuis le véhicule ou l'application Tesla avec un code PIN pour empêcher les modifications sans autorisation. L'écran de contrôle et la climatisation a été mise à jour. Un panneau de contrôle de climatisation repensé permet aux utilisateurs de sélectionner plus facilement leurs paramètres de confort. Ce panneau devrait regrouper toutes les fonctionnalités sur un seul écran. L'ajustement de la vitesse du ventilateur pendant les appels téléphoniques. Avec les commandes de climatisation en mode auto, la vitesse du ventilateur peut automatiquement diminuer pour réduire le bruit ambiant pendant les appels téléphoniques. La navigation vers des sous-destinations. Utilisant la mise à jour de l'API Google Place, cette fonctionnalité permet de naviguer vers des sous-destinations spécifiques telles que des terminaux d'aéroport, des stationnements spécifiques ou des étages de garage. Aussi des nouveaux services musicaux et météo, YouTube Music et Amazon Music avec plus de 100 millions de chansons et de podcasts sans publicité avec YouTube Music Premium et Amazon Music. Également l'affichage des conditions météorologiques locales et l'indice de qualité de l'air AQI sur la barre d'état du véhicule. Un simple clic sur la température permet de voir ces prévisions détaillées. Les réunions Zoom s'afficheront désormais en plein écran lorsque la voiture est en stationnement. Les utilisateurs pourront se connecter en scannant un code QR sur un appareil déjà connecté à Zoom. Ces nouvelles fonctionnalités montrent l'engagement continu de Tesla à améliorer l'expérience utilisateur et la sécurité de ses véhicules, grâce aux mises à jour à distance dont il est le seul constructeur à être en mesure de le faire en profondeur. L'action Tesla a connu une forte hausse de plus de 26% au cours des 5 derniers jours, atteignant presque le prix le plus élevé de l'année. Cette augmentation est en grande partie due à un rapport de livraison du deuxième trimestre supérieur aux attentes, principalement mené par les modèles 3 et modèle Y. L'analyste de Wedbush, Dan Ives, a réagi à cette semaine solide en augmentant son prix cible à $300 au lieu de précédemment $275, soulignant un tournant majeur pour les actions de Tesla. Wedbush maintient également un scénario optimiste visant un prix cible de $400 par action dans un proche avenir. Cette valorisation repose en grande partie sur la réussite de Tesla dans le domaine de l'autonomie et de la conduite autonome complète, FSD.
Rappelons que la journée du robotaxi prévue le 8 août est vue comme un événement clé pour Tesla, où l'entreprise pourrait présenter des avancées significatives vers un avenir de conduite autonome. Cette perspective renforce l'optimisme des investisseurs sur le potentiel à long terme de Tesla dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique, au-delà de son rôle traditionnel de constructeur automobile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le vécu et l'expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZ2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Bien entendu, avec l'arrivée de l'été et des vacances, les activités seront un peu au ralenti. Donc, à court terme, la seule activité à venir, c'est l'AVEC qui se recharge à Mont-Tremblant. C'est le 13 juillet 2024 de 10h à 16h à l'hôtel de ville de Mont-Tremblant au 1145 rue Saint-Jovite. Tous les détails sur le site web de l'AVEC dans la section événements. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Ghislain Lejeune, Marie-Josée Allard, Francis Mercier et Michel Kennel. Également nos collaborateurs Sébastien Côté et Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à tous nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors et le groupe Énergie Canada, Roulons électrique ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale, directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.